Chers amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver un ami de longue date, Éric Minet, qui est un élu de la République, élu conseiller des Français de l'étranger pour la Thaïlande et la Birmanie. On se voit souvent à Paris ou à Pattaya. Donc, nous sommes le 19 avril 2024, il est 9 heures du matin pour moi, 8 heures pour Eric, et en France, il est quelle heure? Il est 5 heures du matin. Non, 3 heures du matin. Voilà. Donc, bonjour Eric, comment vas-tu? Bonjour Marc, eh bien, tout va bien. Nous sommes matinaux, hein. Si tu te souviens, les communistes, c'était plutôt du soir. Ils vénéraient le grand soir qui devait leur permettre de faire du café table rase. Ben, nous sommes du matin. Voilà, nous inaugurons les petits matins nationaux avec toi, Ah, c'est ensemble. drôle, c'est vrai ça. Tu penses que c'est toujours vrai, cette anecdote? Il y a encore un fond de vrai ou pas Non, de nos jours? non. Disons que ça l'était quand le communisme Ouais. était une vraie menace en tant que tel. Il l'est toujours, mais enfin, c'est quand même résiduel, hein, soyons clairs. Je suis beaucoup plus inquiet à titre personnel, hein, je pense que je ne suis pas le seul, de la dérive de nos régimes libéraux occidentaux euh, dont qui veulent s'occuper un petit peu de tout. Et ça me rappelle un petit peu ce communisme. Donc voilà, surtout l'Union européenne, on en C'est parlera. l'UERSS. Voilà, ça, je suis plus inquiet de ça aujourd'hui. Voilà. D'accord, très bien. Alors, cher Eric, avant de parler de politique, est-ce que qu'on peut, comme d'habitude, parler un petit peu de la vie en Thaïlande? Enfin, j'ai juste une question que je pense que tout le monde se pose, notamment hier soir, j'étais encore avec des amis qui me demandaient qui veulent s'expatrier, ils pensent à la Thaïlande. Et donc, une question qui me vient à l'esprit, bon, tu es à Pattaya, donc pourquoi Pattaya et pas Bangkok ou Phuket ou Koh Samui ou ailleurs? Eh bien, déjà pour des raisons d'agrément. Moi, je suis en Asie depuis longtemps, hein. Je me suis établi au Laos au début des années 90, et tout en gardant un lien très fort avec la France. Euh, Établi à l'étranger, il n'y a pas une année où je ne vais pas en France, donc le lien est fort. Pattaya est un choix, hein, comme le fut le fait de m'établir en Asie. C'est une ville agréable qui est proche de Bangkok, une ville balnéaire. Elle a la réputation qu'on lui donne, mais on peut voir les gens, fréquenter les lieux que l'on souhaite, que l'on choisit aussi, hein. Donc, moi, je me plais beaucoup dans cette ville. Je signale à nos amis quand même que c'est un bureau de vote, Pattaya, qui est parmi, pour les Français de l'étranger, parmi un des meilleurs, dans le sens national évidemment, puisque le vote pour les partis nationaux est toujours autour, voire au-dessus de 50% largement. Donc voilà. Il y a 1600 Français inscrits à Pattaya, beaucoup de retraités qui viennent couler justement des jours paisibles qui ne pourraient peut-être pas couler aujourd'hui en France, euh, et 1600 inscrits. Mais l'ambassade estime aux alentours de 3 fois plus. Bon, c'est difficile évidemment à donner un chiffre exact, mais enfin, il y a un nombre de Français important et il y a une ambiance sympathique avec voilà, des associations mémorielles d'anciens combattants, des associations aussi de toutes sortes, auxquelles les Français peuvent contribuer par leur action. D'accord. Alors, tu es installé depuis longtemps en Thaïlande et tu es un élu depuis longtemps, depuis une dizaine d'années, je crois. C'est ça, ça va faire les 10 ans. Je ne sais pas si nous les célébrerons, mais enfin, ce seront les 10 ans de mandat au mois de mai, donc nous en Oui, sommes oui, très parce que très proches, puisque j'ai été élu en 2014. En 2014, ouais. la première fois, sous les couleurs du Rassemblement Bleu Marine, et second scrutin a été repoussé pour cause de Covid, hein, de l'époque. Il devait avoir lieu en 2021. Ce sont des mandats de 6 ans. Conseiller consulaire qui est devenu conseiller des Français de l'étranger. Donc, le scrutin a lieu en 2022 et donc durera jusqu'en 2026. Il a Enfin, été un peu raccourci. il a eu lieu en 2021. Il devait avoir lieu en 2020. Ah oui, pardon. Oui. Non, on a compris, on s'est Oui. compris. Voilà, c'est Bon, je juste. ne suis pas très fort en calcul. Voilà. D'accord, très bien. Exact, Comment exact. se passe, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Il sert à quoi ce mandat? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Euh, voilà, dis-nous. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'il y a une grande confusion du public. C'est normal. Parce que si on n'explique pas au public ce qu'est ce mandat, c'est normal qu'il y ait confusion. Euh, Au départ, le titre même, conseiller consulaire, a été changé, puisqu'on
on pouvait évidemment penser qu'on avait des attributions proches des consuls honoraires. Et, bon, nous sommes des conseillers des Français de l'étranger. Mais quand ce mandat a été créé en 2013, hein, donc sous la présidence de François Hollande, hein, il s'est voulu à la fois plus démocratique, et c'est vrai, il l'est. Nous sommes 443 conseillers des Français de l'étranger de par le monde sur 130 circonscriptions de mémoire. Enfin, bon, et donc c'est un suffrage, nous sommes élus au suffrage universel. Nous sommes vraiment des représentants des Français qui sont établis à l'étranger. Donc dans ce sens, oui, c'est un mandat qui est représentatif. Dans la pratique, il a été présenté comme un mandat de proximité parce qu'on n'a pas voulu utiliser le mot élu local, et pour cause, un élu local bénéficie de petites prérogatives. Elles ne sont pas énormes, mais enfin bon, un élu local a un droit à formation, à une retraite, enfin une indemnité à peu près correcte. Tout ça, c'est évidemment moins le cas, on va dire, pour les conseillers des Français de l'étranger. C'est un peu un sacerdoce. Et ça, c'est au niveau des moyens. Et au niveau du fond, nous avons, je le dis maintenant, je ne pouvais pas le dire lors de la première campagne de 2014, puisque ça allait être mon premier mandat, mais j'ai essayé de l'expliquer à mes compatriotes au travers d'articles de presse pour la seconde campagne de 2021. Donc, nous n'avons aucun pouvoir local, aucun, zéro. Le seul pouvoir que l'on a, c'est effectivement de pouvoir être un intermédiaire en cas de problème entre un de nos compatriotes avec l'administration qui n'arrive pas à joindre ou joindre dans de mauvaises conditions un conseiller de l'ambassade, par exemple. Oui, là, on est utile, on va être utile en cas de difficulté pour l'obtention d'un visa d'une compagne ou d'un compagnon de nos amis. Bon, d'accord. Mais tout ce qui est présenté, le vote, l'aspect social, le vote des bourses scolaires, euh, c'est très important, les subventions aux associations. Bourses scolaires, je passe vite, tout est établi par l'administration. Ils sont seuls, eux ont les moyens de faire des vérifications, des attributions. Les contraintes financières sont établies par le ministère. Très franchement, nous avons une voie délibérative, certes, mais qui est très, très, très limitée. Mais je reviens sur l'attribution des subventions. Quand j'ai été élu en 2014, existait encore la réserve parlementaire. Et la réserve parlementaire, je le rappelle, permettait à des sénateurs et à des députés de subventionner, dans un cas très contrôlé, très légal, hein, très contrôlé, de subventionner des associations qui œuvraient pour les Français établis à l'étranger, des associations de leur choix dans ce cas. J'étais intervenu moi-même pour le sénateur Delpichia au profit d'une association qui gérait le lycée de Rangoon, c'est Joseph Kessel de mémoire, et donc ce lycée avait eu en 2015 oui, 2015, sa subvention par le sénateur qui décidait en pleine liberté. Aujourd'hui, cette réserve parlementaire n'existe plus, et on nous a présenté, nous, conseillers des Français de l'étranger, comme détenteurs de cette nouvelle attribution. C'est totalement faux, puisque nous avons alors des apparences du pouvoir, puisque nous recevons les présidents d'associations qui vont présenter leur dossier financier, leurs projets, etc. Nous votons, et en séance, avec un PV, enfin, tout est très bien organisé à ce point de vue-là. Ouverture avec le président du conseil consulaire, qui est un élu. Toute la forme est respectée. Et ensuite, ce PV est envoyé par les services de l'ambassade au ministère qui décidera en toute souveraineté de l'attribution de ces subventions. D'autre part, en plus, le budget a été très réduit par rapport à celui de la réserve parlementaire. Donc, bon, c'est une illusion. Le pouvoir local du Conseil des Français de l'étranger est une illusion. Et le fait de ne pas le dire est regrettable parce que nos compatriotes s'en rendent compte. Et ça crée un peu d'intérêt, un peu de participation dans ces élections. Les dernières, elles tournaient autour de 15%, hein, donc c'est quand même pas beaucoup. Mais c'est vrai que le compatriote qui va lire, bah, ce sont des élus de proximité et qui va voir le résultat, bon, ça ne va pas l'encourager. Moi, je mène ce mandat de façon politique. Je ne suis pas une assistante sociale, un assistant social, je ne sais pas. Je mène ce mandat de façon politique. Je représente Marine Le Pen.
lors de ma première campagne, qui c'était au nom du Rassemblement Bleu Marine. Aujourd'hui, c'est le Rassemblement National. Mais je ne cache pas à mes compatriotes, mon mandat est là pour soutenir la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle. Voilà. Et, entre-temps, bien sûr, on va en parler, puisque c'est le cadre de notre interview aujourd'hui, les européennes, d'autres scrutins, bien entendu, mais c'est l'objectif, parce que il faut bien comprendre que rien ne peut changer sans cette élection maîtresse dans notre Constitution. Donc, tout le reste, c'est du blabla. Les élus des Français de l'étranger, y compris plus haut, hein, pas que les conseillers des Français de l'étranger, mais les sénateurs ou députés qui s'expriment n'ont aucun pouvoir non plus. C'est la présidence de la République, avec son parti, voilà, qui va décider de l'ensemble des règles. Hein. Donc, le vrai combat, c'est le changement, l'alternance, Marine Le Pen à la présidence. Voilà, c'est ma mission. D'accord, très bien, c'est très clair. Je pense qu'on a un point de vue très similaire concernant le rôle de l'élu de proximité, le Conseil des Français de l'étranger. Effectivement, je dis souvent que les gens prennent ça comme une assistance sociale. Ils peuvent nous appeler pour tout et pour rien, pour connaître les heures d'ouverture du consulat, etc., etc. Et en fait, c'est notre rôle justement de compenser notre manque de pouvoir décisionnaire avec un engagement politique pour servir la France comme on peut, nos convictions. Et en fait, pour rebondir sur ta remarque sur les 15% de participation, je pense que c'est dû aussi au fait que finalement, peu de gens parlent de politique. Les Français regardent les programmes et après, ils disent, mais en fait, c'est tous les mêmes. Ils veulent tous faire des réunions par-ci, par-là, donner des informations utiles. Il y a personne qui, on sait pas concrètement s'ils sont à gauche, à droite, puisqu'ils ils parlent pas de politique. Voilà, bon, c'était ma petite parenthèse. Alors bon, on a compris que ton engagement est pour, Juste, oui, juste, si tu me permets une diversion, hein, il n'existe pas de position apolitique quand on est élu au suffrage universel. Ça n'existe pas. Voilà. tout Hein, à on est fait. toujours Surtout politique. Et quand, ceux qui se présentent comme tels, je parle pour ma circonscription, bon, nous avons deux élus qui font un très bon travail de proximité, ils donnent beaucoup d'informations, mais arriver quand on vote au Sénat, bah, ils vont voter pour un sénateur de leur mouvement, un sénateur ou une sénatrice de gauche, voilà, c'est tout. Hein, c'est donc politique. Il n'y a pas d'apolitisme dès le moment où on est élu au suffrage universel. ok, très clair. Donc engagement national pour tes convictions, tes valeurs. Donc maintenant, parlant d'actualité politique, nous sommes en pleine campagne européenne. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, on sait très bien que tu es RN, donc on sait qui tu soutiens, mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est les raisons de ce soutien et encore plus particulièrement en quoi ça concerne les Français et l'étranger. Comme justement, s'il y a 15% de participation au consulat, il y a peut-être allez, 20, 25% de participation aux européennes. Les Français étrangers sont quand même très peu intéressés. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ceux qui nous regardent? Pourquoi c'est important d'aller voter pour ces européennes et en quoi ça peut les impacter? Et donc, pourquoi aussi tu veux voter pour la liste du Rassemblement national? C'est important pour les raisons déjà que je viens d'évoquer, puisque c'est une marche importante, celle qui se présente en tout cas dans de bonnes conditions, si l'on en croit les sondages. Il faut toujours se méfier, mais enfin, les sondages sont quand même plutôt favorables. C'est une marche importante, comme je le disais, sur la présidentielle et la victoire de Marine Le Pen en 2027, qui pour moi est la pierre angulaire de tout politique. Donc évidemment, il faut soutenir Jordan Bardella, sa liste, dans ce sens. Alors, il y a d'autres raisons. Euh, L'Europe a pris, enfin, les institutions européennes, nous sommes européens, la civilisation, nous sommes de civilisation européenne, nous ne sommes pas de nation européenne. Hein. Je rappelle, nous sommes de nation française. Et les structures de l'Union européenne deviennent de plus en plus fédérales et dépossèdent nos institutions, nos élus, beaucoup de pouvoir. Et bientôt, ils n'auront plus qu'à fixer. D'ailleurs, ils fixent les dates de promenade du chien en laisse hein, maintenant. Hein, donc voilà. Donc évidemment que le vote pour cette Assemblée européenne concerne les Français de l'étranger au même titre que les Français de métropole. Je parle de métropole et Français de l'étranger, je fais une distinction quand même. J'ai écouté l'excellente interview de Martine Bureau, notre collègue que tu as réalisé il y a peu de temps, qui fait bien la distinction entre Français de l'étranger établis en Union européenne et hors Union européenne. Parce que
la, les questions ne se posent pas de la même façon et les rapports, effectivement, à la politique sont parfois un peu différents, hein. Donc, les Français hors Union européenne doivent se serrer un petit peu les coudes, hein, dans ces affaires-là. Et ce qui fait d'ailleurs que nous avons des débats souvent plus apaisés que dans d'autres structures. On peut ne pas être du même avis. Par exemple, je parlais au Conseil consulaire, nous sommes quatre, dont deux conseillers de gauche. Évidemment, nous ne sommes pas du même avis, mais nous pouvons nous retrouver sur beaucoup de points qui concernent spécifiquement les Français de l'étranger, parce que les problèmes sont les mêmes, qu'on soit de gauche ou de droite, les problèmes enfin, de sécurité en Thaïlande, à moins qu'en France, ce problème, mais des questions de couverture sociale, médicale, bon, de visa ou autres sont les mêmes, quelles que soient les obédiences politiques. J'ai fait cette petite parenthèse, c'est important. Maintenant, les européennes, bah, ça concerne tous les Français, hein, les Européens aussi, les Français, nous-mêmes, parce que plus on enverra de députés dans cette assemblée, plus le signe sera fort et plus peut-être, hein, nous pourrons agir, intervenir dans ce cas. Je Plus on rappelle enverra quand de même, députés du camp national, tu veux dire? Parce que le nombre de députés, il est déjà fixe. C'est oui, ça que tu oui, veux dire? Oui. De quand bons je, députés qui pensent bien. ça va de soi, ça va de soi, je parle du camp national, voilà. Oui. En particulier de mon parti, mais pas uniquement, parce que je n'exclus pas les partis concurrents qui peuvent se présenter, qui peuvent avoir des idées proches, autant que qui les élus plutôt que nos adversaires de gauche ou macronistes, hein. Très Tu es franchement, plutôt pour voilà, voilà. une certaine forme d'union des droites. Tu es plutôt pour. Non, alors le mot été utilisé en ce moment, je dirais qu'il n'est pas d'actualité. Il y a, Dans le principe, euh, peut-être pas pour les européennes, mais pour le principe, c'est-à-dire les échanges, la Ah, cordialité les entre les échanges, mouvements de oui, oui, droite. oui, Voilà. les échanges, la courtoisie, bien évidemment. Et puis, encore une fois, je rappelle mon engagement qui est loin, hein, en faveur de Marine Le Pen. Il est loin parce que j'ai toujours pensé que Marine Le Pen avait une qualité primordiale pour se présenter à cette élection pour être chef de l'État, cette qualité primordiale qui est une volonté de faire. Ça, on ne peut pas, je pense, être un bon chef d'État sans avoir cette volonté d'agir. Et je crois que Marine Le Pen là, et c'est pour ça que je la soutiens. Et donc, pour revenir effectivement à ta question, euh, tous les, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Et je dirais que toutes les actions qui permettront à la fausse droite, les LR, hein, la fausse droite, de s'effacer au profit de gens qui auront davantage de convictions, eh bien, tout cela va dans le bon sens et nous en aurons besoin en 2020. Voilà. Je sens un petit Mais peu de bon, sympathie pour Marion Maréchal en disant la fausse droite, parce je n'ai qu'elle pas d'antipathie, hein. la vraie gauche et la fausse droite. J'ai pas d'antipathie pour Marion Maréchal, c'est certain. Marion Maréchal fait de la politique, elle mène sa liste, voilà. Et maintenant, moi-même, je soutiens la liste de Jordan Bardella. Et Mais tu souhaites bonne chance à Marion et tu espères que ayons c'est quand même. l'espérance que les bonnes volontés se retrouvent, chacun peut-être chez soi, mais se Bien. retrouvent au bon moment. Ok. Voilà mon avis. Tu parles beaucoup de 2027. J'ai l'impression que tu es d'accord avec Bardella quand il dit que c'est un petit peu des élections, des midterms, pas dans le sens peut-être américain, mais dans le sens où c'est une étape supplémentaire pour arriver vers la victoire en 2027. Donc, j'ai l'impression que si tu dis que si c'est un bon score, ça donne une dynamique pour 2027. C'est bien ça? Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Il a parfaitement raison. C'est une étape. Je ne reprends pas le mot américain militaire, je n'aime pas ça. Nous avons des systèmes différents, mais Jordan Bardella a raison. C'est une étape importante dans le cadre de la politique française, pas uniquement européenne. Européenne, ça va de soi. Et nous verrons les résultats. On espère aussi que les autres pays qui sont conviés à ce scrutin voteront dans le bon sens. J'observe, hein, je pense qu'on est dans bonne dynamique, mais qui est malheureusement créée, cette bonne dynamique, par le désastre dans lequel
nous ont plongé les gouvernements précédents, dans toute l'Europe d'ailleurs, hein, ces gouvernements dits libéraux qui passent leur temps à légiférer sur les libertés des uns et des autres, enfin, et qui sont incapables de gérer correctement le pays. Bon, bah, je dirais que c'est un peu logique qu'il y ait une opposition Mhm. franche qui s'exprime, qui monte dans les sondages et j'espère dans les votes face à cette incurie générale en Europe. Voilà. D'accord. Donc, au-delà de Marine Le Pen, quelles sont les qualités de Jordan Bardella et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui critiquent un petit peu, on va dire, sa jeunesse, son absentéisme, qu'ils disent ça au Parlement européen, etc. Récemment encore, j'ai interviewé un ami en commun, Raymond de Malherbe, qui est un ancien RN et qui aujourd'hui soutient Marion Maréchal. Et donc, il a commencé à critiquer le RN en expliquant beaucoup de choses sur cette organisation. Qu'est-ce que tu peux lui répondre? Quel autre point de vue tu peux apporter pour compenser ce qu'il a dit? Alors déjà, j'aime beaucoup Raymond. Raymond Malherbe est un ami. Il reste un ami, c'est pas parce qu'on choisit une autre voie politique et que ce type de relation change, bien évidemment. Je connais le contexte très malheureux dans lequel il est parti. Bon, qu'il ait une certaine rancœur, ça peut se comprendre dans son cas. Maintenant, euh, évidemment, je ne cautionne pas euh, son, 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 son analyse sur Jordan Bardella, mais bon, voilà ce que je peux dire. Bon, il souhaite bonne chance aux côtés de Marion, hein, mais Alors, les bon. qualités de Jordan, c'est quoi? C'est le dynamisme, c'est le charisme, c'est quoi? Ah ben déjà, c'est la jeunesse. Déjà, c'est la jeunesse. Alors, c'est pas une qualité tant que telle, mais c'est important au niveau des perspectives en politique. Et puis, un peu de jeunesse ne fait pas de mal dans les débats actuels. Évidemment, la jeunesse peut s'accompagner d'erreurs. Hein, c'est le propre de l'âge, mais dans le cas de Jordan, il en fait, je trouve, assez peu. Il a effectivement un très grand charisme, il travaille beaucoup, contrairement à ce que disent ses détracteurs, il travaille sur les sujets importants, c'est-à-dire la France. Hein. Il ne s'agit pas de faire de la présence, je me moque complètement des heures de présence qu'il peut faire ou pas. J'en sais rien d'ailleurs, à l'Union européenne. Ce qui m'importe, c'est le travail que Jordan fait, qui était extraordinaire, en faveur du peuple français et de la renaissance de la France et de ses valeurs. Voilà, il est avec Marine Le Pen dans le même sens et donc voilà, j'espère que ce scrutin des européennes où il mène la liste verra son succès et le succès des suivants listes. On ne les connaît pas tous, on en connaît quelques-uns, mais je rappelle l'excellent travail qu'ont fait beaucoup de députés. Je parle de Gilles Le Breton, de Thierry Mariani, de Virginie Joron, qui a dénoncé les scandales Pfizer dans l'Union européenne. C'est absolument. Si on n'avait pas ces députés-là, même dans un cadre où ils avaient effectivement peu de leviers d'action, mais ils s'expriment, ils montrent à nos compatriotes les problèmes que ces structures génèrent, et ils les dénoncent au moins. Et là, si au moins on pouvait avoir davantage de députés et peser davantage sur les décisions, ce que j'espère et ce que je pense d'ailleurs qu'on parviendra à cela. Eh bien, voilà, j'encourage tout le monde, évidemment, en premier lieu, mes compatriotes français de l'étranger, de Thaïlande, mais ailleurs, bien sûr, je les encourage à voter le 9 juin, surtout. Et si vous ne pouvez pas, vous adressez des procurations. Nous sommes là, les élus du RN sont là, on a des responsables dans toutes les circonscriptions générales des Français de l'étranger, circonscription législative, nous avons un responsable. On peut leur écrire si on a un problème pour se déplacer ou être présent le jour du vote. Vraiment, c'est très important. D'accord. Tu as mentionné Thierry Mariani, qu'on salue. Bonjour Thierry, si tu nous vois. Ah, on le Il a salue très été, amicalement. parce que tout particulièrement, il a été notre député de 2012 à 2017. Donc, Absolument. il a fait un bon travail pour la circonscription, alors qu'à l'époque, il était UMP. Oui. Mais on sait toujours qu'il a toujours eu de bonnes idées. Oui, oui. Et Alors, il fut le premier, j'ajouterais que
lors de mon élection en 2014, il fut le premier à m'appeler et à me féliciter. Donc voilà, nous parlons d'une union des droites, c'était une union des droites avant l'heure. Mais enfin bon, Tout à il fait. a rejoint le Rassemblement national Très bien. entre-temps. Alors, cher Eric, on va essayer d'être assez court et concis, mais j'ai quand même deux questions importantes à te poser dont beaucoup de Français et d'étrangers se posent, notamment le camp national. C'est pourquoi voter RN et pas Reconquête? La première question, c'est le programme économique qui est souvent vu comme trop à gauche pour certains Français de l'étranger qui traditionnellement sont très libéraux, on va dire capitalistes, votent à droite. Et la deuxième question, c'est est-ce que l'islam est compatible avec la République? Voilà, donc ça, de tout mon entourage, comme tu le sais, j'ai beaucoup d'amis qui sont plutôt reconquête, et puis moi-même, même si je n'en fais plus partie, je suis toujours un sympathisant, je dis souvent que c'est toujours les valeurs qui sont les plus proches des miennes. Donc, ce qui freine les sympathisants de reconquête de voter pour l'RN, c'est principalement cela, le programme économique et, on va dire, les reniements, les renoncements concernant l'islam. Qu'est-ce que tu réponds? Alors, sur le premier point, le programme économique, je dirais que, évidemment, nous ne sommes pas de gauche, nous défendons, enfin, je parle pour moi, hein, quand je dis nous, mais c'est dans le cadre du Rassemblement national où je me retrouve parfaitement. Nous défendons le service public. Euh, on considère évidemment que l'État n'a pas à être une mère poule pour les Français, on est d'accord sur ce sujet-là, évidemment. Mais il ne faut pas non plus qu'un pays où l'on paye tant d'impôts fasse disparaître ses services publics. Bon, y compris d'ailleurs au niveau des Français de l'étranger. Nous avons un très bon réseau jusqu'à présent consulaire, mais les moyens sont d'année en année plus limités. Donc, il faut défendre ce service public. Voilà, la défense du service public est pour moi importante et je ne crois pas, franchement, que ce soit une position de gauche. Elle est nationale. Bon. Après, il peut y avoir des débats, effectivement, on peut être plus libéral sur certains aspects, et à ce moment-là, nos amis qui ont cette fibre nationale, mais qui ne se retrouvent pas sur ces sujets, bon, bah, effectivement, ils peuvent aller du côté de Reconquête ou de Marion. Pour moi, l'essentiel, c'est que ce mouvement-là se retrouve dans la grande dynamique de 2027. Je le redis encore, pour moi, c'est ça l'essentiel. Voilà, tout le D'accord. reste, bon. Ah, et puis, c'est normal qu'on ait des différences. Et puis, de toute façon, on ne s'allie pas avec des gens du même bord, sinon dans le même parti, on verra bien ce qui se passera dans le futur. On verra déjà, comme le disait très intelligemment notre collègue Martine Buroun, voyons déjà ce qui va se passer lors du scrutin du 9 juin et on parlera de tout ça ensuite, mais avec l'espérance toujours. Et Alors sur la deuxième l'islam? question, Oui. oui, la deuxième question sur l'islam, là, je ne peux pas répondre au nom du parti parce que c'est comme pour ce qu'on appelle aujourd'hui toutes les valeurs sociétales, etc. Chacun peut avoir Oui, ton avis son personnel. Est-ce que toi, tu penses que l'islam est compatible avec la République? C'est juste la question. modérément. Bon, c'est pas mon sujet principal. Il faut dire que ici, en Thaïlande, je terminerai quand même par une remarque importante. Le fait d'être français de l'étranger nous permet de voir ce qui se passe dans les pays d'accueil et de pouvoir en tirer peut-être quelques Conclusion. enseignements Hmm. pour notre propre pays. En Thaïlande, bon, il y a effectivement un problème avec l'islam qui est géographiquement localisé, puisque c'est dans le sud du pays, il y a une rébellion et c'est plus lié au découpage post-colonial. Enfin, il y a une histoire derrière. Mais sinon, dans l'ensemble du royaume, les rapports entre musulmans, bouddhistes et catholiques se passent plutôt bien. Alors, il y a évidemment un ciment autour de la personne du roi. C'est très important. La monarchie cimente les religions, mais la Thaïlande est un exemple où ça peut bien se passer. Je pense qu'en France, on a un défaut d'État, un vrai défaut d'État et un vrai défaut d'affirmation de nos valeurs. Voilà, dans tous les domaines. On parle d'islam dans tout, l'autorité d'élite, la justice est une injustice. Puis je vais terminer par un dernier exemple pour nos compatriotes qui nous écoutent. Quand je dis que les Français de l'étranger portent un regard sur la France.
En France, nous avons en gros 70 000 détenus et on crée régulièrement, c'est un marronnier journalistique, à la surpopulation carcérale. C'est affreux, il y a trop de monde, il faut que. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Avec la délinquance qu'on a, 70 000 détenus. En Thaïlande, on est à population quasi égale. Hein. C'est autour de 70 millions, 68 en France. En gros, vraiment, en nombre, hein, on a une population quasi égale. Et en moyenne, la Thaïlande a 300 000. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ces détenus, ils sont pas là pour des années non plus. Hein. Mais quand vous créez un désordre, un méfait, un vol, attaque sur une personne, n'importe quoi, vous allez d'abord en prison. Et ensuite, on voit. C'est-à-dire qu'on ne passe rien. On ne passe rien. Et c'est à ce prix, évidemment, qu'on a une quiétude dans le pays. Que pourquoi nos retraités, par exemple, s'établir ici avec bonheur, pour beaucoup d'autres raisons, évidemment, c'est pas la seule, mais ils sont en sécurité. Ils sont en sécurité parce que il y a des règles, il y a une hiérarchie des normes traditionnelles. On ne confond pas en Thaïlande les honnêtes gens avec les malandrins. Voilà, c'est comme ça. Et c'est encore une fois, le problème de la France, c'est un problème de délitement de l'État. Si l'État est restauré, et je fais confiance à Marine Le Pen pour qu'elle œuvre dans ce sens après son élection, si l'État est restauré, ces problèmes-là seront secondaires et existeront toujours, hein, mais pourront se régler. D'accord, très bien. Voilà. Mais ça me semble très clair. Un grand merci pour tout cela. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière réflexion? Oui, bah déjà, je Allez, vas-y, c'est voudrais pour toi. te féliciter pour le Club France International, de t'être engagé dans cette voie. Je suis très heureux d'avoir cette émission maintenant, mais c'est pas plus d'émission, c'est des rendez-vous, etc. C'est une voie nouvelle dans les deux sens orthographiques, hein, dans le sens d'un chemin nouveau pour nos compatriotes français de l'étranger et une voie pour les nationaux, mais pas que. J'ai vu que tu interviewais des élus ou des responsables d'autres partis. C'est une très bonne chose. C'est le principe même des échanges pour argumenter qui sont fondés sur la courtoisie et qui sont le reflet, je crois, de l'esprit des Français de l'étranger. Merci Voilà, beaucoup, Eric, et félicitations. merci pour ta participation. Bonne journée, très matinale, Merci. bon café, etc. Il est tôt pour toi, mais toi encore plus. Et j'espère à très bientôt. On n'est pas loin. Pattaya me manque. J'espère qu'on se reverra bientôt. Et bienvenue. À bientôt. Bye bye. À bientôt.